pollution de l'air. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, on a regardé ce rapport du CITEPA, qu'il faudrait citer, parce que c'est un organisme extrêmement utile, et tous les ans, il fait un rapport où il parle des gaz à effet de serre en France, parce que dans leur mission, il y a la comptabilité et le reporting des émissions de gaz à effet de serre en France, dans le cadre de la CNUC, donc la convention la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, où on fait le reporting de tous les pays, etc., qui sert aux engagements. Donc c'est vraiment un rôle très important. Et en fait, le CITEPA, historiquement, ils ont été construits, je sais pas comment dire, ils ont été créés pour suivre la pollution de l'air. Donc dans leurs autres missions, ils suivent tous les polluants atmosphériques qu'on doit suivre pour des raisons réglementaires et législatives, et d'autres également qui sont qui sont de moindre enjeu, on va dire, mais qui sont suivis pour voir comment ça évolue et pour comprendre d'où ils viennent, etc. Et donc on va s'intéresser à cette partie-là aujourd'hui, la partie de la pollution atmosphérique. Évidemment, vous allez voir, le lien, il va être assez vite fait avec les questions de climat, parce qu'il y a des polluants qui sont à la fois des polluants au sens santé humaine, vraiment impact, toxicité directe, et polluants au sens gaz à effet de serre. Et il y a des questions aussi de chimie atmosphérique un peu compliquées, où il y a des différents molécules qui interagissent entre elles, et une partie ont des effets sur le climat, d'autres ont des effets plus de toxicité directe. Et le lien, il va être aussi rapidement fait avec ce qui m'a occupé pendant quelques mois, parce que vous allez le voir, le chauffage au bois, c'est le premier contributeur de la pollution de l'air en France, devant toutes les autres activités, notamment sur les particules fines, mais pas seulement. Si vous voulez faire un calcul en termes de morbidité, en termes d'espérance de vie perdue, ou de mois de vie perdus, ou de DALI pour ceux qui ont déjà manipulé ces unités, le chauffage au bois arrive devant les autres activités sur le territoire. Donc voilà, il y a une partie très intéressante sur toutes les politiques autour de la pollution de l'air. Vous voyez que j'ai souligné beaucoup de trucs. On va peut-être y revenir dans un second temps, et je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'est la pollution de l'air et pourquoi c'est important, et un peu de quoi on parle, parce qu'en fait on touche à différents problèmes environnementaux. Donc là je suis en train de vous passer très très vite, de vous scroller la partie sur la politique, juste pour vous dire que je sais pas si on aura le temps de tout aborder, probablement pas, mais si ça vous intéresse de comprendre ce qui est fait au niveau mondial, au niveau national, au niveau de l'Union Européenne, bah il y a plein de choses là-dedans sur différentes substances, et ça permet aussi de comprendre comment on a réduit cette pollution de l'air, parce que vous allez voir dans les grands trucs, et d'ailleurs dans les trucs un peu cool qu'on apprend quand on lit ou quand on s'intéresse à cette question de la pollution de l'air, c'est que la pollution de l'air, elle est en réduction importante au niveau national, au niveau européen aussi, depuis plusieurs décennies. Donc l'air qu'on respire en France n'a jamais été aussi propre que ces dernières... Enfin si, c'est pas vrai. Disons qu'elle n'a pas été aussi propre que ces dernières années, depuis peut-être la révolution industrielle, peut-être même avant ça, parce qu'on l'a dit, le chauffage au bois, c'est un contributeur important. Donc voilà, ça reste un problème important. On va voir que c'est un impact sanitaire et un impact économique qui est élevé, donc on a de bonnes raisons politiques de continuer à lutter contre, mais il faut pas non plus tomber dans cette idée que tout se dégrade, que ça a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. On respire quand même beaucoup mieux, notamment dans les grandes villes, qu'on pouvait le faire au Moyen-Âge quand tout le monde chauffait au bois, qu'on pouvait le faire pendant la révolution industrielle quand les gens se chauffaient au charbon avec du soufre de ouf dedans, tous ces trucs de smog de Londres, etc. On regarde un peu de haut les villes chinoises dégueulasses, c'était les villes européennes il y a 70 ans ou 80 ans. Tu m'interromps s'il y a des questions ? Il y avait Nairi qui nous disait, qui parlait de son poêle au bois là, et elle disait qu'elle respirait beaucoup de particules. Donc le poêle au bois, ça touche évidemment les voisins, mais aussi toi à l'intérieur, même si tu as un truc récent bien foutu. Ouais, ça c'est un truc, c'est un peu un truc qui m'a gêné dans la dernière vidéo, c'est que j'ai eu du mal à trouver des quantifications. Donc même quand tu vas sur, par exemple, si tu regardes l'avis sanitaire de l'ANSES, ils te disent que même sur un truc récent et hermétique, tu vas avoir la pollution de l'air intérieur, qui est liée notamment au fait que tu dois ouvrir, fermer, que dans ce cas-là, tu fais un peu des appels d'air, et si tu as des trucs qui enregistrent la pollution de l'air dans les logements, tu vois des pics à ces moments-là. Et puis après, c'est pas tout à fait hermétique, notamment pour certains composés volatiles, etc. Tu peux aussi avoir de l'entreposage du bois qui peut libérer quelques trucs en séchant, ça je sais pas exactement. En tout cas, et en plus, t'émets vers l'extérieur, mais une maison elle est ventilée normalement avec une VMC et tout, et où quand t'aères, ne pas aérer c'est le pire, parce que t'accumules à ce moment-là des polluants à l'intérieur.
et quant à air, et donc de rejeter des trucs dehors, ça revient aussi un peu à l'intérieur. Ce que j'ai trouvé de mieux là-dedans, tu pourras regarder dans les sources de la vidéo, c'est que ils ont fait une étude où ils mettaient des capteurs chez les gens qui regardaient, je crois, juste les particules fines. Et en fait, quand tu regardes l'étude, je crois qu'il y a que 10% de foyers ouverts, un truc comme ça. Donc la plupart des autres ont des trucs fermés et ils voient quand même une pollution qui augmente quand ils utilisent le chauffage au bois. Et quand ils ont des rappels sur le téléphone et tout qui leur disent quand il y a des pics, et ben ces personnes se sont mises à moins brûler de bois pour limiter leur exposition à l'intérieur des logements qui étaient monitorés. J'ai pas pris le temps de regarder ce que c'était comme. Je sais pas si on peut acheter ces petits trucs pour se faire une idée de ce qui se passe chez soi. Mais en tout cas, il y a une pollution de l'air intérieur qui est moindre quand l'appareil est hermétique, mais qui existe encore. Après, relier ça à une question sanitaire, c'est un peu difficile. Il faudrait connaître l'exposition, rajouter un modèle. Mais j'ai trouvé ça assez frustrant aussi. Par exemple, il y avait des études de cohorte qui montrent qu'il y a des risques de cancer plus élevés chez les utilisateurs, etc. Et quand on va chercher dans les détails de ces études, bah je voyais pas les différents types d'appareils. Donc je peux pas vous répondre en disant un foyer ouvert c'est tant de pourcents en plus, alors qu'un foyer fermé c'est beaucoup moins. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre chauffage au bois et granulé en termes de pollution? Ouais, alors je peux déjà vous montrer ça. Et on reviendra. Attendez. Ok, bon. Donc dans la pollution de l'air, il y a des questions d'eutrophisation, de pollution acide, etc. Là, on est directement parti sur la question sanitaire. Donc je vais quand même toucher 2 mots de ça. La question sanitaire. Je vais juste sauter là et ensuite on ira voir les particules fines. Question sanitaire, c'est surtout les particules fines, le protoxyde d'azote et l'ozone. L'ozone, il y a une complexité qui est que c'est un polluant secondaire, donc c'est produit dans l'atmosphère à partir d'autres choses qu'on émet, notamment des particules fines, du NOx, des composés volatiles organiques, etc. Et il faut aussi du rayonnement ultraviolet. Donc là, je mentionne ça, on va s'intéresser tout de suite aux particules fines, parce que vous voyez que si on regarde au niveau de l'Union Européenne, c'est ce qu'on regarde ici, particules fines c'est 307 000 morts par an, le protoxyde d'azote c'est 40 000, et l'ozone c'est 16 000, enfin 17 000. Et si on regarde en France, ça va être un peu la même chose, donc tout ça pour vous dire quoi? Là, je sens que vous êtes chaud sur l'impact sanitaire. Donc on va partir sur l'impact sanitaire, et quand on regarde l'impact sanitaire, le premier contributeur c'est les particules fines. Les particules fines, c'est un petit peu le bazar, parce qu'il y en a de différentes tailles. Donc, il y a une comptabilité qui se fait toute taille. Vous avez une comptabilité avec PM10, par exemple. On va regarder que les particules de moins de 10 microns. Ensuite, il y a une comptabilité avec des PM2.5, donc les particules de moins de 2,5 microns. Et évidemment, quand vous avez compté les 10, il y avait les 2,5 dedans. Et après, vous avez aussi les 1, et ensuite, vous avez les ultra fines. Pour l'instant, l'impact sanitaire, ce qui est le plus étudié, c'est plutôt les 2,5 parce que c'est comme ça un peu historiquement. On considère aussi qu'elles sont plus dangereuses que celles de 10 microns parce qu'elles vont plus loin dans l'organisme. Plus une particule est petite, plus elles vont rentrer facilement dans les poumons et elles posent potentiellement des problèmes. Je pense qu'on a Robinson qui s'est perdu et qui nous demande qu'est-ce qui se passe chez les vaccinés. Donc les vaccinés, ils se portent mieux de la population générale parce que ça permet d'éviter plein de maladies dégueulasses. Je t'encourage à regarder à quoi ressemblent les maladies dont on s'est débarrassé avec les vaccins et comment les enfants mouraient de ça. Si tu as des enfants, ça pourra te parler un petit peu. Si t'en as pas, je suis désolé pour toi déjà. Et ensuite, non, on rigole pas trop avec les vaccins ici. Hein. On est plutôt dans les gens qui savent lire les publications scientifiques. Donc n'hésite pas à partir ailleurs. Degré, hein. Je sais pas. J'espère. Sinon, il y avait un doctorant qui nous disait est-ce que c'est propre au chauffage au bois cette pollution ou c'est aussi gaz fuel? Je pense que c'est. Eh ben, on va regarder ça. On va regarder ça. Non, c'est vraiment beaucoup plus sur le chauffage au bois, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on est parti sur l'impact sanitaire, sur les particules fines, etc. Là, c'est ce que je vous disais. Il y a différentes définitions. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les 2,5. Parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de législation, de plus de suivi. Il commence à y avoir pas mal de recherches sur les particules PM1 et sur les particules ultra fines, parce qu'elles sont plus petites, elles rentrent plus loin dans l'organisme, mais on manque encore de recul. Ça peut avoir une origine mécanique. Donc là, on peut penser à l'érosion des sols, qui est un truc naturel. On peut penser aussi à l'abrasion des pneus, à l'abrasion des freins.
à l'abrasion des routes, donc là ça va être plutôt les transports. Et puis il y a une origine chimique et thermique, et là il y a notamment réaction, évaporation, température, et là vous allez avoir le chauffage au bois. Il peut y avoir une origine biologique, moi je me fais mettre en PLS par les pollens, donc ça me parle. Et voilà, donc vous avez un premier passage où ils expliquent un peu pourquoi c'est intéressant, quels sont les problèmes, les effets sur la santé. Il y a une question un peu à part sur les carbones suie, qui sont des résidus de combustion et qui sont des particules qui sont sombres et qui ont du coup aussi un effet sur le changement climatique parce qu'elles absorbent pas mal le rayonnement solaire. Quand on va sur l'effet sur la santé, pardon. Ça peut venir aussi des déserts, non? De super loin? Ça peut venir de loin, ouais. L'érosion éolienne, ça peut venir de loin. Et là, vous voyez, il montre un peu les tailles. Donc les virus, les protéines, c'est des toutes petites particules, et vous avez des grosses particules, les gouttes de pluie, la brume, voilà, vous êtes même au-dessus du micron, vous pouvez être au millimètre pour les gouttes de pluie, ça ne vous aura pas échappé. Vous avez des poussières de ciment, des bactéries, des fumées de tabac, vous voyez, c'est des petites particules plutôt. Donc il y a cette difficulté. Alors, de ce que j'ai compris là et de ce que je me rappelle quand j'ai travaillé le sujet, il y a des questions un peu ouvertes sur est-ce que la nature de ces particules ont des effets sanitaires différents. Vous voyez, est-ce que prendre une cendre dans les poumons, c'est la même chose que prendre un petit bout de cuivre? C'est des questions un peu ouvertes. On suppose qu'il peut y avoir des effets différents, mais pour l'instant, l'impact sanitaire, il se mesure plutôt à la taille de la particule que à sa nature. Et je reçois des alertes email quand il y a de la pollution atmosphérique dans ma ville. Souvent, l'explication, c'est des poussières qui viennent du sud, genre Sahara. Tu viens de quelle ville? Ou de quel coin de la France? Ah ouais, ça peut, hein. Même des particules naturelles peuvent avoir des effets sanitaires délétères. C'est pas pour rien que les populations qui vivent autour du Sahara se couvrent la bouche. C'est pour limiter un peu ça. Je me souviens pendant les incendies, c'était la thèse de Bush, je crois. C'était remonté jusque là où j'habitais dans le sud-ouest. Genre vraiment, il y Vers avait la Toulouse. couleur du ciel qui avait changé, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et même sur les voitures et tout, tu peux le voir quand ça redescend. Ouais, exactement. Donc ouais, ça peut être un problème. Dans les trucs naturels, il y a aussi le problème des pollens, hein, tu peux avoir une réaction allergique, mais ça peut être aussi une charge qui est assez importante. Et puis tu mentionnes les incendies, il le mentionne quelque part, je sais plus où. Mais les incendies, évidemment, il y a une pollution de l'air qui est associée, qui est particulièrement néfaste, hein. Si vous avez un incendie pas loin et que vous êtes dans les fumées, vous le sentirez passer. Mais bon, souvent c'est une exposition assez épisodique, et là on regarde plutôt les impacts d'une exposition plus longue, même s'il y a une différence saisonnière avec le chauffage au bois notamment. Donc voilà, asthme, allergie, maladie respiratoire, cardiovasculaire, cancer, etc. Caractère cancérogène des particules et de la pollution de l'air extérieur a été reconnu par le CIRC depuis pas mal de temps. L'OMS estime à 4,2 millions le nombre de décès prématurés causés dans le monde par la pollution de l'air extérieur dans les zones urbaines et rurales. Et de mémoire, il y en a autant pour la pollution de l'air intérieur. Et ça, c'est essentiellement des gens dans les pays en voie de développement qui se chauffent avec du bois. Voilà, offrez-leur un panneau photovoltaïque et un chauffage électrique et vous allez vraiment sauver des gens. Ça fait partie des manières de réduire la morbidité liée à la pollution de l'air. C'est pas juste une blague. Je vais prendre un commentaire. Ouais. Il y a Libre Skepti qui dit: Je suis content que vous abordez ce sujet, que le monde qui parle d'écologie n'aborde pas trop, ou l'aborde de manière plutôt positive. Et typiquement, je suis assez triste que l'ADEME finance encore des systèmes de chaufferie au bois pour des infras publics où il y a plutôt qu'une PAC. Ouais, alors je vais répondre à ce commentaire parce que ça touche à la dernière vidéo. Dans le cadre des chaufferies, donc des installations de plus forte puissance dans l'industrie, dans les réseaux de chaleur, voire dans du collectif assez gros, mettons si le chauffage il passe au-dessus typiquement je crois que la limite réglementaire c'est au-dessus d'1 mégawatt, donc on est plutôt sur des réseaux de chaleur, on passe sur des trucs où la réglementation est extrêmement violente, donc on passe sur des installations où il y a du traitement des fumées, etc. Donc le problème de pollution de l'air, il n'est pas le même que chez les particuliers. Par kilowattheure de chaleur, ça va dégager beaucoup moins de pollution de l'air. Donc du point de vue de santé publique, il y aurait une logique à aller vers des solutions collectives. Après, comme tu viens de le remarquer ici, moi je fais aussi partie des gens qui pensent que c'est pas la solution de premier recours. On regarde d'abord pompe à chaleur, géothermie, etc. Et on regarde si la ressource en bois, elle est disponible, s'il n'y a pas besoin de la transporter sur de longue distance, ça veut dire des transports en plus, etc. Mais
Mais je trouve ça quand même intéressant parce que ça va un peu contre l'intuition aussi ou contre l'utilisation du chauffage au bois aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de se dire que voilà, une ville de densité moyenne ou une ville de forte densité encore plus, il y a une logique à prendre tous les appareils particuliers, à les retirer chez les gens, à mettre un réseau de chaleur et à brûler le bois centralisé. Et c'est marrant parce que si vous faites ça, vous avez souvent des écologistes qui vont se rebiffer contre ça parce que eux, ils vont voir les camions de bois qui arrivent dans cette chaufferie, alors qu'avant, les camions de bois qui étaient dispersés sur le territoire, ils les voyaient moins, même si c'était la même quantité de ressources. Et il y a aussi des problèmes parce que ça peut être une filière industrielle qui fait une exploitation un peu pourrie, alors qu'avant c'était une exploitation plus artisanale. Je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais en tout cas l'enjeu de pollution de l'air n'est pas la même sur des particuliers qui ont des mauvaises pratiques, qui ont des vieux appareils, où il n'y a pas de traitement des fumées, il n'y en aura jamais, hein, même un appareil récent, et il y aura encore un peu de problème, que sur des installations de forte puissance où la réglementation fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Si vous vivez à côté de quelqu'un qui a un foyer ouvert, vous prenez plus cher que s'il y a un incinérateur dans votre région, parce que l'incinérateur, il peut pas rejeter n'importe quoi et c'est suivi. Je vais en prendre un autre là. De Scolopax, j'avais à un moment une station météo, elle proposait un indicateur air intérieur, sans savoir exactement ce qu'elle mesurait. L'indicateur montait lorsqu'on faisait du feu dans la cheminée. Ouais, c'est pareil aussi quand tu cuisines, hein, ça monte d'un coup. La cuisine, ouais, ça peut être une exposition à d'autres choses. Mais la cheminée, c'est pas étonnant et c'est ce qui est remonté d'autres études. Alors, Libre Skepti, il dit c'était une commune de 2000 habitants, donc pas énorme. Alors là, non. Si on est en dessous du mégawatt, c'est pas le même problème, mais il peut y avoir aussi une différence. C'est que c'est une chaudière de plus forte puissance. Donc tu vas monter plus haut en température, donc tu vas détruire une partie décomposée, même s'il n'y a pas de traitement des fumées. Après, ça va dépendre de l'usage et notamment du dimensionnement. Dans la vidéo, j'en ai parlé dans la vidéo, mais c'est important de ne pas avoir des choses surdimensionnées. En fait, plus la combustion se fait mal, plus il y a d'émissions polluantes. Et combustion qui se fait mal, ça veut dire combustion avec trop ou pas assez d'air, ça veut dire combustion trop basse en température. Ah, cuisine au four, c'est pas top. Alors là, je vais pas parler de cuisine, je suis désolé, j'ai pas trop lu là-dessus. Donc là, il parle un peu des décès. Alors, un autre truc intéressant, et ça permet de reboucler un peu avec la question du changement climatique, là, ils disent, voilà, le chauffage fossile, ça fait presque 9 millions de morts prématurées en 2018. Donc, quand vous sortez les fossiles, vous sauvez aussi des gens, juste par l'impact direct de la pollution de l'air liée aux combustions des fossiles. Et là, il parle un peu des morts dans l'UE, avec quand même des bonnes nouvelles, par exemple, les études montrent que le risque associé à la pollution de l'air dans l'Union européenne a diminué de 57% entre 2005 et 2023. Donc voilà. Donc ça, c'est le nombre de morts. Où ça Décès prématurés attribués à une exposition à long terme au-dessus du niveau recommandé par l'OMS. Dans l'UE sur 2005-2023. Donc cette pollution de l'air, elle s'améliore et vous voyez que c'est pas rien. C'est une division par 2 en une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment pas rien et on va voir un peu ce qui a permis de faire ça et quelles sont les limites aujourd'hui. Donc en France, on estime que les décès prématurés, c'est autour de 20 000 morts par an en 2022. Moi, je me souviens quand j'avais fait la vidéo sur la pollution de l'air, oh là là, la préhistoire de la chaîne, elle doit avoir 8 ans. J'étais à 40 000 morts, mais pas que pour les particules fines. Donc là, ils disent 2019, donc ma vidéo elle est même plus vieille que ça, on était à 30 000, donc vous aurez rajouté un peu les choses. Et voilà. Alors là, ils mettent 40 000 pour les particules fines sur 2016-2019. Donc en fait, même depuis ma vidéo sur la pollution de l'air, il y a une amélioration significative de la pollution de l'air, et ça, c'est plutôt cool. 40 000 morts par an, toute pollution confondue, de l'air. Là, non, là, ils disent particules fines. Et moi, je me souviens, dans ma vidéo, ouais, c'était dans ces eaux-là, mais je crois que c'était 48 000, mais tu peux avoir des différences entre les sources. Là, ils disent 40 000 sur 2016-2019. Je sais pas à quel point tous les chiffres sont raccords, c'est des sources un peu différentes. 30 000 en 2019 et autour de 20 000 en 2022. Mais on va voir la courbe sur les PM, elle est bien descendue. Les particules fines, c'est sûrement une grosse proportion des morts de la pollution en total, non? Ouais, je pense que c'est genre les 3/4. Tout à l'heure, j'ai montré NOx, ozone et particules fines. On pourra revenir sur les chiffres. C'est un peu un des seuls endroits où j'avais vu les trois. Et
Et ouais, la majorité, c'est les particules fines. C'est pour ça que le chauffage au bois, c'est un gros problème. Mais qui est en amélioration. Donc aujourd'hui, on estime que voilà, pour les personnes âgées de 30 ans et plus, une perte d'espérance de vie de 8 mois à cause des particules fines. Donc vous, là, dans le chat, en moyenne, vous allez perdre 8 mois de votre vie à cause de votre exposition aux particules fines. Alors ceux qui ont des chauffages au bois chez eux, ça sera peut-être un peu plus. Ceux qui vivent en ville, ça sera peut-être un peu plus. Ceux qui vivent, je sais pas, qui respirent le sable du Sahara, ça sera peut-être un peu plus. Bon, c'est très épisodique, c'est un peu différent d'une exposition. Il y a Moki qui dit je vis en appartement la nuit, on entend. Pendant certaines journées froides, il y a des odeurs de feu de cheminée. Moi, je te conseille d'acheter un filtre à particules EPA. Hyper EPA. Ouais, moi aussi, je le sens où je suis. Il y a des cheminées, des gens qui l'utilisent pas très bien. Et il y a même 2-3 jours cet hiver, parce que maintenant que j'ai travaillé là-dessus, j'avais pas encore travaillé là-dessus, mais je commence à faire gaffe. Il y a même 2-3 jours où sur la pergola, je voyais des cendres en fait, des cendres volantes, des cheminées avoisinantes quoi. Moi, j'ai acheté un filtre à air très performant chez moi et tu peux voir le truc vraiment, tu vois, ça marche super bien quoi. Tu vois les PM 2.5 baisser très Mais du coup, tu l'as rapidement mis et où? comme je l'ai mis à côté de la chambre des enfants et j'ouvre la porte comme ça, je brasse un peu plus que la chambre des enfants. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. J'avais un truc à dire, mais bref, en gros, c'est très efficace. Ah oui, et en fait, faut bien se dire que chez vous, c'est là où vous passez peut-être 12 à 16 heures par jour, quoi. Donc, c'est plus important d'avoir une bonne qualité de l'air chez vous que nulle part ailleurs, que dans la ville Ouais. où vous habitez, quoi. Et faut aérer régulièrement. Vaut mieux aérer le matin. Ouais, parce que le soir, les gens, justement, ont le chauffage au bois allumé. Ah, et Antoine Brigot nous dit, au-delà des dessins en rhumatologie, il est démontré des poussées inflammatoires des maladies lors des pics de pollution aux particules fines. Ok. Barbecue à l'intérieur? Non, au rez-de-chaussée dehors, tu veux dire. Et donc là, ils disent, voilà, l'ANSES a publié en février 2026. J'ai été tombé dessus sur mes recherches, ça m'a laissé un peu sur la fin, en vrai. Avis relatif, lié au chauffage domestique au bois et ses effets sur la santé. Nombreux impacts sur la santé, aussi bien de l'exposition à court et à long terme, à l'air extérieur, mais également à l'air intérieur du logement. Donc on revient un peu sur cette question d'air intérieur. L'avis de l'ANSES, si vous tapez ANSES chauffage au bois, vous aurez rapidement cet avis. Vous pouvez le parcourir si vous posez des questions sur l'air intérieur. Sur l'air intérieur, j'ai trouvé ça m'a laissé sur ma faim. J'ai été un peu déçu pour la vidéo, notamment de pas avoir vraiment de mesures de grande échelle suivant les appareils, quoi. Il y en a d'autres qui pensent comme Imialas qu'on n'a pas le même volume entre Alors, Rodolphe et moi. est-ce que... Alors, j'ai pas trop rebaissé. Ah ouais, il y a Mookie qui confirme. Apparemment, c'est toi qui es trop haut pour une fois. Ah, c'est moi qui suis trop. Alors, attendez, je peux... Je pense. Faut que je baisse à la main. Et Mais sinon, ça doit pas être concernant une cette grosse histoire de diff, si. barbecue, Attendez, je vais je me sais baisser pas. d'1 ou 2 dB. C'est pas si pire que tout à l'heure. Bon, on essaye, on verra. Et concernant cette histoire de barbecue, je crois qu'il y a des copros qui interdisent les barbecues sur les terrasses maintenant. Faudrait que j'ai un truc de traitement de son en amont. J'ai un ami qui s'est fait interdire son barbecue. Et après, bon, il y a des questions, voilà, un peu d'impact environnementaux, donc des questions de visibilité, et des questions sur le changement climatique qui dépendent de la nature des particules. Donc, clairement, on n'a pas le temps que je vous refasse un cours, mais si on regarde la pollution de l'air, vous voyez que là-dedans, il y a des polluants de l'air, protoxyde d'azote, les CFC, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et le monoxyde de carbone, qui ont des effets différents, qui peuvent être positifs ou négatifs sur la pollution de l'air. Je vais essayer de ne pas passer des plombs. On reviendra peut-être dessus. Putain, je suis hyper long. En fait, il y a beaucoup trop de matière dans ces trucs. Donc là, vous voyez, ensuite, donc là, je vous ai passé un peu la partie qui explique pourquoi les particules, c'est pas ouf. Et ensuite, vous avez une section avec toutes les particules. Donc ça va moins m'intéresser parce que là-dedans, il y a des grosses particules, notamment quand vous labourez, etc. Et en fait, les grosses particules, c'est des poussières qui retombent très vite, quoi. J'exagère un peu, mais le tracteur passe le labour, là, ça lui retombe dessous, ou ça retombe dans le champ, et c'est retombé assez vite dans le temps. Et donc là, pour toutes ces particules, c'est surtout l'agriculture, notamment le labour, la moisson et tout, qui émettent physiquement des particules qui sont assez grosses, hein,
Et donc ça, je vais passer vite. Ensuite, on a les PM10, donc là, on est sur du 10 microns. Et puis là, on voit le rôle du résidentiel tertiaire en jaune. Donc là, ça va être le chauffage au bois. Zoom un peu sur les... Ouais, pardon. Là, ça va être le chauffage au bois. Pareil, je vais passer vite. On va aller direct sur ce qui est utilisé plutôt comme boussole sanitaire, qui est PM 2.5. Mais si vous voulez les différentes catégories, dans le rapport, il y a toute particule. Donc toute particule, ça prend tout en compte. Ensuite, il y a les PM10, et évidemment, donc tout ce qui est en dessous de 10 microns. Ensuite, il y a 2,5 qui était déjà dans les 10 et déjà dans tout. Et ensuite, il y a les 1, et ensuite, il y a en dessous de 1. Donc, vous pouvez regarder par taille, sachant que à partir de PM10, le premier truc, c'est le chauffage au bois. Particules en France, c'est le chauffage au bois. Mort de la pollution de l'air en France. Premier truc, c'est le chauffage au bois. Donc là, il rappelle voilà, que c'est un enjeu parce que ça tue des gens, ça dégrade la qualité de vie, ça vous fait perdre de l'espérance de vie à vous. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment que, alors déjà, je vous ai passé la partie législative, mais dans la partie législative, il y a un focus en France et à l'échelle de l'Union européenne sur le chauffage au bois, parce que c'est une contribution qui est importante. Et par exemple, en France, il y a un engagement, il y a un plan d'action sur le chauffage au bois qui vise à atteindre entre 2020 et 2030 30% de réduction de ces particules de moins de 2,5 microns issues du chauffage au bois à l'échelle nationale. Et une baisse de 50% dans les territoires plus sensibles. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que comment se passe en fait la réglementation qui permet de réduire la pollution de l'air, eh bien on doit passer en dessous de certains seuils et au fil du temps ces seuils sont diminués. Aujourd'hui on a des seuils réglementaires qui sont encore supérieurs à la cible de l'OMS qui est une cible qui est présente pour des raisons de santé publique, mais qui sait quand on sera sur cette cible là, peut-être qu'on la reverra à la baisse pour continuer de réduire la mortalité. Je suis pas certain qu'il y ait des mécanismes de seuil sur ces questions de particules cancérigènes, donc après c'est une question de santé publique et de coût aussi, voilà, à quel point on réduit, à partir de quand ça devient infaisable, ingérable ou trop coûteux. J'ai passé ça d'ailleurs, et je sais pas si je le retrouverai parce que le texte est assez long, mais je pense dans les parties sur la politique, il y a des quantifications économiques et ils vous disent que en gros, le coût pour réduire la pollution de l'air, d'un point de vue de la société en général, on le récupère plusieurs fois. Dans le sens où il y a un coût économique à la pollution de l'air en termes de santé humaine, en termes d'impact sur l'agriculture, et en fait c'est rentable de lutter contre la pollution de l'air. Vous me faites penser, vous me posez la question si je vous montre pas, j'aimerais bien vous montrer ce point-là quand même. Et je vais zoomer un peu plus sur le texte pour ceux qui veulent lire. Donc là on a un passage qui est assez intéressant qui nous dit qu'en 2024 il y a seulement 1% des stations de mesure à l'échelle de l'Union européenne, je crois, qui excèdent les valeurs standards de l'Union européenne. Et cette proportion, par contre, elle bondit à 29% des stations pour les futurs standards européens de 2030. Donc là, c'est ce que je vous dis, on va abaisser l'exposition auquel on a le droit, enfin, le seuil d'exposition va être abaissé. Et donc, comme on abaisse le seuil d'exposition, il y a des populations qui aujourd'hui sont considérées comme non exposées au seuil actuel, qui seront exposées au seuil en 2030. Et donc, c'est là qu'il faut réduire l'exposition. Et quasiment toutes les stations montre une exposition supérieure à la valeur guide de l'OMS, qui dit voilà, faudrait être en dessous de ça pour limiter au max les impacts sur la santé. Et il y a un seul État, la Roumanie, qui a rapporté des dépassements des concentrations annuelles limites de l'Union européenne. Donc voilà, dans l'Union européenne, on a quand même un air qui est relativement propre et plus propre que beaucoup de pays en voie de développement. Donc si on regarde ces particules, aujourd'hui, on a le résidentiel tertiaire qui joue vraiment pour les 3/4, et avant, c'était pas le cas. Et pourquoi avant, c'était pas le cas ? Donc, dans les autres ressources, il y a beaucoup de chauffage au bois. Vous allez avoir les transports, notamment les carburants brûlés, mais aussi l'usure des routes et l'usure des pneus. On en a parlé un petit peu. Et après, bon, on va pas aborder les autres secteurs, mais il y a un peu la sylviculture. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'en 90, il y avait d'autres secteurs, notamment les transports. Les transports, on a commencé à avoir toutes les normes automobiles, etc., notamment à l'échappement, parce que pour les pneus, par exemple, on a des marges d'amélioration, on n'a pas fait tant que ça. Pour l'instant, c'est surtout concentré sur les particules à l'échappement, et ça a été réduit par les dispositifs anti-pollution, notamment, ils mentionnent régulièrement les pots catalytiques, etc. Donc, encore une fois, là, c'est le levier politique, le levier réglementaire qui est venu réduire ça. C'est pas la magie de la technologie qui se fait tout seul, c'est on dit on arrête de tuer des gens en fait, donc on rajoute des pots catalytiques même si ça vous coûte un peu plus cher, et ça vous coûte un peu plus cher mais collectivement ça nous coûte beaucoup moins cher que de devoir soigner des gens ou de devoir ou d'avoir des pertes sur les rendements agricoles par exemple, il mentionne un peu ça dans le texte.
Il y a eu des réductions sur l'industrie de l'énergie, donc ça c'est le fait qu'on a mis des dispositifs de traitement des fumées, mais également et surtout qu'on a arrêté de brûler du charbon dans la production d'électricité. On en avait encore dans les années 90, on en a encore un tout petit peu, mais c'est vraiment un petit bout. Dans l'industrie, il doit y avoir un peu de traitement des fumées, etc. Et puis même, vous voyez que dans le résidentiel tertiaire, on a une réduction importante. Et donc ça, on a un peu une diminution de la consommation de bois, mais l'essentiel de l'explication, c'est que on brûle davantage de granulés, un peu plus de granulés qui n'existaient pas en 90 ou quasi pas. Donc on brûle moins de bûches et surtout on a remplacé les équipements les plus polluants. Voilà, si vous venez de ma dernière vidéo, vous le savez, il y a des grosses différences entre les équipements, notamment les foyers ouverts qui sont très polluants, mais aussi des inserts ou des poêles de première génération qui sont très polluants parce que la combustion se fait mal. Et notamment maintenant il y a des systèmes de double combustion ou triple combustion. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la combustion se fait haut en température, plus on détruit les éléments problématiques. Et en fait, ce que vous brûlez, c'est pas, enfin, je vais dire un peu un truc simplifié, mais c'est pas vraiment le bois que vous brûlez, c'est le fait de chauffer le bois, ça va dégager des composés, du monoxyde de carbone, du méthane, etc., qui eux sont brûlés. Et en fait, il y a des systèmes maintenant où les fumées sont réinjectées dans le foyer et donc ces fumées sont rebrûlées, ce qui permet de brûler le monoxyde, le méthane et aussi des éléments des éléments problématiques. Le méthane est problématique. Et ça vous le voyez sur des trucs à double ou triple combustion. Moi je sais que chez mes parents par exemple ils ont un poêle et il y a 3 trous derrière le poêle et en fait vous voyez quand le feu fonctionne des flammes au niveau de ces trous et en fait ça c'est la réinjection. Est-ce que c'est une pyrolyse ou c'est différent? C'est quelqu'un qui demande. Est-ce que c'est ouais, quelque part, c'est une pyrolyse. C'est, vous détruisez le bois par le feu et du coup, quand vous montez en température, vous créez plein de composés qui vont brûler. Et si la pyrolyse, elle est complète, elle est parfaite, ben, à la fin, vous avez que de l'eau et du CO2. J'exagère un peu, parce qu'il y a d'autres éléments, mais ce que vous voulez pas, c'est des combustions imparfaites avec du méthane, avec du monoxyde de carbone, avec des composés organiques volatiles, etc., etc. Est-ce que c'est lié à la combustion parfaite? Demande le rêve. Ouais, oui, ce que tu veux faire, c'est vraiment la meilleure combustion possible. Et donc là, on a remplacé les appareils où la combustion était horrible par des appareils où la combustion est meilleure. Et c'est une bonne partie de cette amélioration. Alors vous voyez quand même qu'on est passé de 500 000 tonnes de particules fines. Ça fait trop bizarre. On parle de particules de moins de 2,5 microns et on en émettait 500 000 tonnes par an en 91. Et là, on a réduit de plus de moitié. Donc la réduction, elle est quand même intéressante. Mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est beaucoup le chauffage au bois. Le foyer ouvert à Noël quand tout le monde veut brûler une bûche pour l'ambiance et que t'es un des seuls à trouver ça débile. Moki, je suis 100% avec toi, surtout que j'ai des enfants, je déteste ça. Ouais, moi, je suis en train de devenir un extrémiste à force de parler d'environnement et notamment maintenant je me prends à rêver d'un monde sans combustion, quoi. Les fumeurs, ils vont pas être contents, mais la combustion, il y a quand même un souci. Hein. Et pas juste de ressources fossiles, du coup. C'est ça qui me rend un peu extrémiste parmi les écolos, c'est que c'est que le chauffage au bois, il a pris un peu un coup dur avec mes recherches sur le sujet. Donc là, si vous regardez les émissions de particules fines en France, c'est une autre manière de le représenter. Ils ont représenté par combustible. Donc en gris, ça va être les émissions non énergétiques, donc c'est ce qui ne vient pas des combustibles. Donc par exemple, on va avoir l'abrasion des pneus, des freins et tout qui va tomber là-dedans. Et le reste, c'est les combustibles. Donc là, en jaune un peu clair, vous voyez, il y a encore le diesel qui n'est pas négligeable, alors que l'essence est beaucoup plus propre du point de vue des particules fines. Parce que du point de vue du CO2, c'est l'inverse, mais du point de vue des particules fines, l'essence est plus propre. Et vous voyez d'ailleurs historiquement que cette partie liée au diesel, à l'essence et au fuel domestique, elle a bien réduite. Elle a bien réduite parce que pot catalytique sur les voitures, on a dégagé un peu le fuel domestique. Sans doute, on a mis des appareils, des meilleurs appareils. Je sais pas à quel point on brûle encore beaucoup de fuel. Et puis il reste le bois, quoi. Il reste le bois et des produits assimilés. John, tu fais des interviews pour qui? Qui es-tu, en fait, John? Sinon, les gens sont d'accord pour un monde sans combustion. On va faire la révolution à 54. Mais c'est une ligne de plus dans le programme de Rodolphe qui s'essaye de semaine en semaine. Hein. Non, ça serait dur. Enfin, en fait, avec les commentaires, les interactions que j'ai et tout, tu vois, sur la vidéo du chauffage au bois, il y a beaucoup de gens qui disent que bah c'est aussi des gens qui sont un peu démunis, qui ont que ça pour chauffer. Tu peux te chauffer avec ton effort à toi si tu as une petite forêt ou si tu utilises l'affouage. Donc il y a un grand enjeu social. Il y a un grand enjeu social et ça, je peux pas le nier.
Il y a aussi pour toutes les personnes qui sont plus dans une philosophie d'autonomie, de résilience, de peur de l'effondrement, etc. Ça reste le truc qui vous permet d'être autonome d'un bout à l'autre. Essayez de le faire correctement, faites sécher vos bois et essayez de le brûler correctement. Mais il y a des arguments qui font que on brûlera encore du bois dans les 10 ou 20 ans. Mais pour quelqu'un qui se pose la question de son mode de chauffage et qui envisage pas d'aller couper son bois, voilà, qui va acheter des granulés ou quoi, quand tu vis dans un environnement un peu dense, clairement, ce choix d'un point de vue de politique publique, il est discutable, quoi, parce que tu t'exposes toi, t'exposes les gens autour de toi, etc. Après, l'argument économique, clairement, tu peux pas passer en disant je vais dégager le chauffage au bois. Il y a trop de personnes qui en dépendent parce que elles sont dans la merde et tu peux pas couper le bois aussi facilement. Mais par contre, ne pas pousser l'installation de poêles sur des endroits où les personnes seraient prêtes à des alternatives, ça me paraît pas mal. Donc, mon point politique serait peut-être plutôt que moi, j'attache plus de crédit, je sais pas comment dire, dans les pompes à chaleur, et du coup je pense qu'il y a des subventions au chauffage au bois aujourd'hui qui se discutent. Après, si c'est quelqu'un qui a un appareil dégueulasse et qui veut garder le bois, je suis prêt à le subventionner pour protéger sa santé et celle des autres, mais quand l'arbitrage fait entre pompe à chaleur et chauffage au bois, ça me paraît moins légitime. En tout cas, il y a l'OREF qui a déjà acheté le nom de domaine rodoff2027.com. Merde, je saurais à qui le demander. Et donc oui, juste un autre truc que je montre dans la vidéo, et j'ai utilisé leurs données d'émission, donc ça va un peu recouper, mais là, vous avez les émissions par techno quelque part, et à chaque fois, il y a différentes tranches d'âge, donc en fait, si vous regardez les inserts, le plus gros du problème, c'est la première génération, qui est plus ancienne, qui sont les inserts de... Je crois qu'ils prennent avant 2005, quelque chose comme ça. Mais si vous regardez les émissions en 2024, vous voyez que la majorité, c'est les inserts bûches, c'est les poêles bûches, c'est les foyers ouverts. Alors pourquoi les foyers ouverts, c'est moins que les poêles et les inserts? C'est bien pire par foyer ouvert, mais il y a moins de foyers ouverts que des inserts bûches ou des poêles bûches. Et si vous regardez du côté des granulés, certes, il y a moins d'appareils, je saurais plus vous dire combien, peut-être un appareil sur 10, c'est au granulé ou un poêle moins. Mais ça explique pas toute la différence. Il y a aussi le fait que les granulés, c'est moins problématique du point de vue des particules fines. Donc voilà, il y a une vraie question de santé publique sur le remplacement des appareils les plus anciens. Remplacer les appareils les plus anciens à bûches, avoir les meilleurs tips d'utilisation, le meilleur dimensionnement pour réduire au maximum la pollution de l'air, parce qu'aujourd'hui, la mortalité due à la pollution de l'air, c'est beaucoup les particules fines, c'est beaucoup le chauffage au bois. Donc c'est vraiment un sujet important. Et en plus, s'ajoute à ça le fait que il y a des obligations réglementaires au niveau national et au niveau de l'Union européenne de réduction de pollution. Donc en fait, je suis pas en train de vous dire que ça serait bien que collectivement on se mette à changer ça. Je suis en train de dire il y a des textes de loi qui imposent de réduire ces émissions-là. Alors, bien sûr qu'on peut avoir des reculs, comme les discussions qu'on a sur les ZFE, mais dans l'état réglementaire actuel, on doit réduire ces émissions du chauffage au bois, parce que pour l'instant, on est au-dessus de... Alors, peut-être je peux le montrer un peu plus loin, je crois qu'il y a les... Ah, ou c'est peut-être avant... Parce que là-dedans, comme le citait pas, c'est une source très complète et extrêmement bien faite. Vous avez aussi les atteintes des objectifs et les obligations réglementaires. Donc là, c'est les émissions actuelles. Et vous voyez qu'on est au-dessus de la cible pour 2030. Donc d'ici 2030, faut réduire les émissions de particules fines. Et en fait, vous pouvez pas atteindre cet objectif en 2030 sans changer les émissions du chauffage au bois. Donc détricotage ou pas détricotage, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ces objectifs réglementaires de pollution de l'air, ils se mettent en place sur un certain nombre de polluants et on les a respectés pour beaucoup, donc ça va dans le bon sens. Alors, on peut regarder les particules fines, on peut regarder les particules ultra fines. Je vais essayer de pas retenir Florian si longtemps. Florian, tu me laisses combien de temps encore? Un quart d'heure, 20 minutes au moins? Ouais, on a commencé avec 20 minutes de retard. Ouais. Il y a plein de choses que j'aimerais vous montrer, donc il faut que je me rappelle de vous montrer l'impact, l'évaluation économique un petit peu. Ce que je voulais vous montrer aussi, comme ça vous repartirez un peu plus enjaillé qu'avec l'habitude de mes vidéos, c'est on peut survoler très vite les différents polluants. Je vais pas tous les introduire, donc là il y a les polluants organiques. Là on va regarder des familles de polluants organiques
persistants. Donc c'est quoi des polluants organiques persistants? Ce sont des molécules organiques, donc avec des carbones et des hydrogènes, persistantes dans l'environnement, et comme elles sont persistantes, elles vont s'accumuler dans l'environnement. Ouais. Donc là on regarde par exemple le HCB, voilà, au hasard. Donc elles vont s'accumuler dans l'environnement et elles sont polluantes, donc elles ont des impacts souvent sur la toxicité, souvent sur l'homme, voilà, ça peut être des molécules cancérigènes, etc. Et aussi sur l'environnement. Et donc là-dedans, vous allez avoir des pesticides, par exemple. Hein. Le DDT, ça fait partie des polluants organiques persistants les plus connus. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les polluants organiques persistants si vous voulez comprendre un peu la famille. Il peut y avoir aussi, il y a pas mal de polluants organiques persistants qui sont des polluants dits secondaires, donc qui sont pas produits volontairement par les sociétés humaines, mais produits par exemple par la combustion de déchets ou par des incendies notamment de certains de nos objets. Et là on peut citer notamment la famille la plus connue, c'est celle des dioxines, notamment l'accident de Seveso, c'était une dioxine, ouais bravo Zef, dioxine. Donc tout ça c'est des polluants organiques persistants. Le problème c'est que c'est un bordel, il y a plein de molécules donc on les regroupe par famille, et vous voyez qu'il y a eu des réductions importantes. Alors souvent c'est des polluants qui sont produits par l'industrie, et on arrête de les produire, ou on gère mieux leur destruction, ou on gère mieux leurs émissions. Et donc vous voyez que c'est le cas au niveau de l'Union européenne, c'est le cas au niveau de la France. Donc là on est sur une autre famille, ça va être les PCB. Il y en a un peu dans le bois encore. Aujourd'hui c'est surtout dans le bois qu'il y a des problèmes de PCB. Mais avant c'était les déchets municipaux et industriels. On a fait quoi? Un traitement des fumées des déchetteries. Donc il faut se rendre compte que dans les années 90, les gens respiraient beaucoup plus les fumées d'incinérateurs, et ça avait un impact sur leur santé. Sur la nôtre aussi, hein. Moi j'ai vécu dans ces années-là, donc j'ai dû en respirer un peu. Et maintenant, ces émissions, on les a éliminées parce que technologie mise en place pour des raisons réglementaires. Donc PCB... Pourquoi ça s'est arrêté le HCB, demande Laurel. Je sais pas ce que c'est, moi, le HCB. En fait, faudrait lire à chaque fois. Donc là, on peut lire, mais par exemple, là, ils disent, en 90, l'industrie manufacturière représentait près de 70% des émissions totales de HCB. La principale source d'émissions était alors les sous-secteurs de la métallurgie, des métaux non ferreux, et plus particulièrement la production d'aluminium de seconde fusion. Les émissions de ce secteur ont très fortement diminué depuis 90 et sont nulles depuis 2000. En effet, le chlore était utilisé pour affiner l'aluminium en éliminant les traces de magnésium jusqu'au début des années 90. L'hexachloroéthane était utilisé comme apport de chlore et était à l'origine des émissions de HCB. Donc on a changé un procédé technologique dans la fusion de l'aluminium. Voilà, on a interdit ce truc-là en 93. Donc souvent les évolutions sur ce type de molécules, c'est ça. Donc il y a une molécule qui est identifiée comme problématique, on regarde d'où elle vient, on interdit, on réglemente, on traite mieux les fumées, voilà, fumée de déchetterie, qu'est-ce qu'on peut avoir? En fait, le truc que je vais vous montrer ici très rapidement, alors là par exemple, les HAP, donc là on est sur HAP, c'est les, ça je sais, c'est les trucs aromatiques de, je sais pas quoi, non? HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc là-dedans, c'est des polluants organiques persistants, dangereux pour l'homme, hein, notamment là-dedans vous allez avoir le benzopyrène, etc. Est-ce qu'on a le benzène? Le benzène, il n'est pas polycyclique du coup. Ça doit juste être un hydrocarbure aromatique. Mais en gros, vous avez des solvants, des trucs un peu dégueux. Et là-dedans, il en reste pourquoi? Parce que chauffage au bois. Ça fait partie de ceux qui ont moins diminué. Donc le bois, il y a les problématiques des particules fines, mais pas que. Vous voyez, il y a aussi un enjeu de monoxyde de carbone, par exemple. Bon, celui-là, il est moins cool. Mais là, je vous montre en speed. C'est parti pour vous montrer qu'il y a beaucoup de polluants qui ont fortement réduit, ce qui est plutôt une bonne chose. Et c'est aussi, vous voyez que je suis en train de politiser un peu la question là. C'est aussi pour vous montrer que dans les milieux ingénieurs et tout, on est là à se dire ouais, les voitures électriques c'est cool, ou alors on devrait faire de la sobriété et tout. Et on n'a pas toujours conscience que ces leviers-là, ils défoncent tout en fait. On va y venir, mais il y a les métaux lourds. On va y venir. Je vais pas aller trop vite. Donc là, je sais même pas ce que c'est, mais c'est pour vous montrer un peu la même chose. Donc on émettait une quantité assez importante. Il y a de la réglementation qui se met en place et ça dégage. Et je vais peut-être aller sur les métaux plus rapidement. Parce que c'est assez complet comme rapport. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc tout à l'heure, je vous ai lu un peu le truc sur la pollution de l'air. Là, c'est aussi ce qui vous explique la même chose sur les polluants organiques persistants. Donc pourquoi ils sont problématiques, les molécules que je viens de voir très vite? Parce que elles persistent dans l'environnement, elles se détruisent pas facilement, elles s'accumulent. Et donc là, en général, on sépare deux
mécanismes biologiques différents. La bioaccumulation, c'est l'idée que, vu que ce sont des molécules organiques, pour aller vite, elles vont préférer les autres molécules organiques à des milieux aqueux. Donc si vous les mettez dans un verre d'eau et d'huile, ils vont aller plutôt dans l'huile. Et du coup, ça veut dire que s'il y a un poisson qui se promène dans la rivière, il va avoir tendance à fixer ces molécules-là dans les tissus. Et après, il y a un phénomène de bioamplification qui est que le gros poisson, il mange plein de petits poissons, le phoque, il mange plein de gros poissons, et l'ours, il mange plein de phoques. Et comme ça se fixe à chaque fois, il y a une amplification qui se fait le long du réseau trophique, si vous voulez vous la péter, ou de la chaîne alimentaire, si vous êtes plus proche de vos cours de lycée. Et du coup, ça veut dire que si vous mangez une toute petite crevette, vous prenez moins de doses par kilo que si vous mangez un prédateur plus haut dans la chaîne, surtout un prédateur gras. Vous pouvez avoir des grosses accumulations dans du saumon, par exemple, de ces molécules, pour des raisons d'affinité biologique et des raisons de réseau trophique. Et donc là, on l'a dit, il y a des pesticides, il y a des dioxines, des composés organiques volatiles, des composés Petit Pouchin qui nous dit il ne faut pas manger d'ours, je suis assez d'accord. Mais alors, le thon, par exemple, ouais, comme ça peut-être. Thon, saumon, mais il y a quand même une anecdote là-dedans que je me souviens pour ma vidéo, et je suis à peu près sûr qu'elle est vraie. Il faudrait voir si elle est encore vraie aujourd'hui. C'est que prenons une population qui ne peut pas faire de potager. Prenons les Inuits. J'espère que je donne le bon mot. Ouais, je crois que le bon mot c'est Inuit et Esquimau c'est colonial. Donc prenons les Inuits. C'est des populations qui se nourrissent de phoques, d'ours, de poissons assez gras, peut-être même un peu de baleines. Donc eux, ils ont accès qu'à cette nourriture-là. Pour des raisons en plus de circulation atmosphérique, il y a des polluants qui sont un peu concentrés dans l'hémisphère nord. Ils prennent ces polluants-là, ça s'accumule dans leur graisse à un point tel que le lait des femmes inuites à un tel niveau de certaines toxines qui seraient considérées comme impropres à la consommation en Europe. Vous voyez, vous prenez du lait de femme inuite, vous le testez, vous pouvez pas le mettre sur le marché. Je suis pas en train de dire qu'il faut le mettre sur le marché, mais je suis en train de dire ce lait il contient tellement de polluants qui serait considéré qu'on pourrait pas le vendre sur le marché. Ce qui est un truc de fou, hein, pour des populations qui n'utilisent pas beaucoup de pesticides, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'agriculture. Donc, je suis trop proche du micro, Issa, tu vois. Faut vraiment que je gère mieux mon son. Pardon. Donc voilà, c'est un mais du truc de coup, dingue. ça c'est depuis... On peut supposer que c'est depuis toujours? Non, parce que c'est des polluants qui existent depuis assez peu de temps, en fait. Ah d'accord, c'est pas des choses qui s'accumulent naturellement dans le réseau trophique. Non, C'est des trucs anthropiques. Ouais, c'est des trucs anthropiques, des pesticides, des dioxines, des retardateurs de flammes, des trucs comme ça. Ok. Alors attendez, je vais vous faire une autre grande famille. Qu'est-ce que je vais vous faire comme grande famille? On va regarder vite fait les métaux. Alors les métaux, c'est un peu le bordel parce qu'ils en suivent pas mal et ils ont pas tous la même toxicité. Genre le cuivre, on sait pas trop, mais si ça a l'air un peu toxique, alors que le mercure et le plomb, on sait que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et donc il y a un suivi de tous les métaux. Vous voyez que c'est assez long. On va pas tous les regarder. Alors je vais quand même montrer l'arsenic juste pour me marrer. Donc l'arsenic, aujourd'hui, la source principale, vous savez ce que c'est? C'est le chauffage au bois. Non, vraiment, le chauffage au bois, on tombe un peu des nues, hein. Franchement, lisez juste la partie pollution de l'air du Citez pas. Et vous vous demandez pourquoi c'est pas plus une discussion quand même. Alors je suis monté un peu trop haut parce que je suis sur le CO. Donc métaux lourds, voilà, ils expliquent pourquoi c'est un problème. Ils expliquent aussi ceux qui sont obligés de suivre. D'ailleurs, je vais en rajouter une couche sur le framework un peu réglementaire et politique, etc. En fait, moi, j'ai fait ma vidéo sur le chauffage au bois. J'ai trouvé pas mal de données, notamment sur la pollution de l'air, etc. Et j'ai trouvé ces données-là parce que ils sont obligés de faire un suivi d'un certain nombre de trucs et d'avoir des évaluations parce que ils sont obligés d'agir là-dessus d'un point de vue réglementaire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où si vous n'avez pas les indicateurs, vous pouvez pas lutter contre politiquement, mais du coup, quand on commence à adresser la pollution de l'air, il y a une obligation de reporting d'un certain nombre d'éléments qu'on considère comme dangereux, et c'est ce qui permet de pouvoir agir derrière, et c'est ce qui permet aussi à moi de vous présenter ces impacts-là. Moi, sans ces travaux-là, les vidéos du réveilleur, elles n'existent pas. Je prends la lumière pour tout
le truc qu'il y a derrière, qui va des associations de protection de la santé, qui militent pour qu'il y ait des politiques, aux politiques qui les mettent en place, aux réglementaires qui se mettent en place, à tous les fonctionnaires qui vont collecter ça, aux chercheurs qui étudient, à la technique qui permet d'avoir des capteurs un peu partout, etc., etc., etc. Donc les métaux, c'est pas ouf, c'est toxique pour les êtres vivants, plus ou moins important. Certains sont des éléments indispensables pour les êtres vivants, comme le cuivre, le sélénium et le zinc. Voilà, c'est des oligo-éléments. Le cadmium, le mercure et le plomb n'ont pas de telle fonction, ils sont toxiques dès le départ. Et puis pour le cuivre, le sélénium, le zinc, c'est cool jusqu'à un certain point, et au-delà, ça peut poser des problèmes. Il y a un enjeu aussi un peu compliqué, qui est que suivant la forme sous laquelle le métal se trouve, vous allez prendre plus ou moins cher. Là, vous connaissez sans doute l'exemple qu'on donne souvent, qui est celui du mercure. En fait, il y a des organismes vivants qui peuvent méthyler le mercure. Donc vous avez, si je comprends bien, un mercure avec un petit CH3 dessus. Me demandez pas trop la chimie de tout ça, mais voilà, je crois qu'on parle de mercure méthylé. Et ça, ça va être beaucoup plus facilement bioassimilable. Donc en fait, le problème, c'est pas juste qu'il y ait du mercure dans l'environnement, ça dépend un peu de la forme qu'il prend. Et là-dessus, il y a des rétroactions avec des réactions physico-chimiques, mais aussi biologiques. Il y a des réactions biologiques qui rendent plus facilement assimilables des métaux, et ce qui peut poser des problèmes derrière. Donc il y a un arrêté de 98 qui oblige le suivi de certains métaux. Vous avez un petit point sur ce qui se passe en Europe. C'est pas un immense problème. Vous voyez que pour l'arsenic, sur 631 stations, il y en a 6 en Europe qui dépassent le seuil choisi de 6 nanogrammes par mètre cube. Il n'y en a aucune pour le cadmium. Il y en a 4 pour le nickel. Il y en a 6 sur le plomb. Donc si vous vous intéressez à l'impact de la pollution de l'air, vous tombez plutôt sur les particules fines, sur le monoxyde de carbone, sur l'ozone, avant les métaux. Le cadmium, ça a fait l'actualité récemment, là. Le cadmium, ça a fait l'actualité, c'est vrai. Le cadmium, ça a fait l'actualité parce que ça vient des engrais et tout. Mais là, on est sur une question un peu différente. Eux, ils regardent les émissions atmosphériques. Enfin, tu vois, en tant que pollution de l'air. Parce qu'on ingère forcément. On peut alors, c'est vrai que la voie, ça va être l'ingestion. Mais pour moi, la question autour de cadmium, c'est qu'il y a trop de cadmium dans notre alimentation parce qu'on en a mis dans les engrais. Parce qu'il y en a dans les engrais qu'on a étendus sur les champs. Et là, eux, c'est vraiment les émissions. Tu vois, on l'a pas émis via la voie atmosphérique. Alors les champs vont peut-être émettre un petit peu, mais c'est vraiment un apport sous la forme physique. Donc là, ils vont pas le voir. On peut regarder comment ils parlent du cadmium. Mais là, c'est plutôt qui est-ce qui arrose le voisinage. Il faut que ça passe dans l'air, quoi. C'est un métal toxique, irritant, classé cancérigène, mutagène, production de zinc. Voilà. Les sources anthropiques du cadmium atmosphérique, c'est production de zinc, combustion de combustibles fossiles solides, de fioul lourd et de biomasse, incinération des déchets. Donc cadmium, voilà, c'est un métal où les émissions atmosphériques ont été pas mal réduites, et je vais vous en montrer plusieurs, mais le plus emblématique pour moi, c'est vraiment le plomb. Donc vous voyez, pour tous les métaux, on a regardé les sources, on a dit aux industriels, vous arrêtez de faire n'importe quoi, les gars. Alors il y en a quelques-uns qui sont différents. Il y en a un qui est différent, c'est le cuivre. Le cuivre, la majorité des émissions, ça vient des transports, et notamment, quasiment que de ça, je pense, de l'abrasion des freins. Je crois qu'il mentionne un peu les pneus, mais il y en a beaucoup moins, etc. C'est vraiment pratiquement que des freins. Donc ça, c'est les particules fines qui viennent des freins. Ça peut être réduit avec les voitures électriques qui freinent moins. Et Coucou Suisse dit bonjour, la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre, je crois. Alors effectivement, vous pouvez avoir du cuivre qui vient des engrais, etc. Donc là, c'est pas ce que vous prenez, c'est pas votre exposition, c'est vraiment juste les émissions, et juste les émissions atmosphériques. On regarde vraiment la pollution de l'air, le citez pas, il regarde ce qui passe par la voie aérienne. Si on regardait ce à quoi vous êtes exposé, effectivement, il y a d'autres expositions. Donc là, on va pas jusqu'à l'exposition, on va pas jusqu'à l'impact sanitaire. C'est juste pour vous montrer un peu comment la réglementation permet de réduire ces pollutions. Donc là, on est sur le mercure. Il y en a juste un que j'aimerais vous montrer, c'est le plomb, et après on va voir autre chose. Donc le plomb, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé sur le plomb? Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors le plomb, pour le coup, on est vraiment sur un truc toxique. C'est le sans-plomb? Toi, tu sais. Ouais. Donc effectivement, on a mis du plomb dans l'essence pour des raisons de éviter, je sais pas quoi, les saccades ou je sais pas quoi. Il y a une bonne vidéo de il y a une bonne vidéo de Veritasium qui est celle-là, si ça vous intéresse, cette question du plomb. Donc on a rajouté du plomb dans l'essence pendant longtemps.
pour des raisons un peu physiques liées au moteur. Et en fait, maintenant on enrichit en octane, je crois, pour avoir un peu les mêmes effets. Je connais pas tous les détails. Et donc là, c'est juste une interdiction de mettre du plomb dans l'essence. Et le plomb, c'est vraiment un des trucs les plus toxiques. Et on considère que ces émissions de plomb, c'est sans doute le truc qui a fait perdre le plus de points de QI cumulés de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment, c'est un truc, ça gêne ton développement cognitif. Donc on est tous un peu plus cons parce que nos parents roulaient avec du plomb dans l'essence. Bordel. Ça explique tout pour moi. Vous regarderez la vidéo, mais je vais peut-être un peu vite, mais je crois vraiment que c'est ça. Hein. C'est on a arrêté de plomber l'ambiance, nous dit Navisli. Ouais, on a arrêté de plomber l'ambiance. Donc là, les chercheurs ils estiment que ça a coûté 824 millions de points de QI en 2015. Putain. Bon, on est nombreux, mais ça fait quand même mal. Rendez-moi mes points de QI, putain. Vous pouvez regarder QI Deficiency, Global Health Burden and Cost of Lead. En fait, peut-être qu'on n'arrive pas à être un peu rationnel sur la question du changement climatique et à sortir les doigts pour arrêter les ressources fossiles, parce on s'est tous fait défoncer le cerveau par les plombs de l'essence de nos parents. Voilà. Qui pollue. Merci et papa et maman. Le changement climatique. C'est la double peine, quoi. Voilà. Après, bon, si vous regardez dans les détails, il y a des gens qui sont plus exposés, notamment les chasseurs qui chassent avec des plombs, ou les gens qui vont s'alimenter dans des endroits, dans des anciens terrains de chasse. Il y a un problème de pollution de plomb qui vient de là aussi. Mais là, on est vraiment sur l'aérien. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'est dit, on va faire du porte-à-porte pour dire aux gens d'arrêter d'utiliser leur voiture? Bah non. Remarque, ça aurait peut-être réglé le problème, mais peut-être qu'on y serait encore. Non, on a dit, les gars, plus de plomb dans l'essence, en fait. Ça sent la connerie. Ça sentait la connerie depuis le début, en fait. On aurait pu le voir venir un peu quand même. Hein. Mais maintenant, finito pepito. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette pollution de l'air, de voir les logiques réglementaires qui sont mises en place. Aïe, aïe, aïe. Florian, est-ce que tu peux meubler 2 secondes? Ouais, je vais lire des commentaires. Et j'ai une idée, on pourrait s'inspirer de cette interdiction. Est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre le problème de chauffage en interdisant de mettre du bois dans les poêles? Le problème, c'est que ça a été subventionné jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc maintenant, si tu dis aux gens de repayer pour l'enlever, je pense qu'ils vont pas être contents, quoi. C'est quand même systématiquement le jour de la marmotte. J'ai pas la ref, personnellement. Je sais pas ce que c'est le jour de la marmotte. Le marché va donner un essence à un carburant sans plomb, pas du tout. Ben ouais. Il faut bien une petite couche de réglementation. Pardon, c'était une fausse urgence. Ok. J'ai meublé comme un boss. Yes, merci. Alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous voulez que je continue un peu ou on passe au sujet suivant? Je peux encore vous parler de l'impact économique? Ah oui, alors, faut que je retrouve. Donc, dans les choses dont on n'a pas parlé, il y a l'ammoniac, il y a les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, on va peut-être le mentionner parce que c'est quand même le 2e gros polluant de l'air. Et là, les oxydes d'azote, bah, c'est pas le chauffage au bois. C'est un peu l'agriculture, notamment liée aux engrais. Donc là, vous voyez, en vert, c'est l'agriculture. Et c'est surtout les transports. Donc, les transports, vous voyez qu'il y a une réduction qui est importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a parlé des transports, etc. Mais ça n'est pas parce qu'on roule moins. Ça n'est pas parce que le transport émet moins de CO2, parce que le transport, c'est le secteur en France qui fait aucun effort et qui a le moins réduit ses émissions. C'est parce qu'on a mis des pots catalytiques, quoi. C'est, déploiement massif de systèmes de dépollution tels que le SR, les pièges à NOx, etc. Je vais un peu vite, je sais pas quelle est la différence avec les pots catalytiques, mais c'est vraiment l'évolution technologique sur les voitures imposée par le réglementaire. Là, si vous regardez où on en est des objectifs, on n'est pas trop dans les clous, enfin ça tient encore, mais il faut encore bien réduire, donc c'est chaud. Et voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, il se passe quoi, Florian, sur ces émissions, si on remplace les voitures thermiques par des voitures électriques? Ça doit baisser, je présume. Ah ouais? Est-ce qu'on n'aurait pas une petite solution? Genre arrêter de brûler des trucs? Presque une transition vers le sujet. Ouais, c'est ça. J'aurais dû le faire à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dioxyde de soufre, c'est plus un enjeu climat et tout. Et donc, on a dit économie. Alors, comment je vais retrouver ça? Je pense que c'était dans toute la partie sur... Je vais devoir faire un beau contrôle-F. Alors, je me suis rendu compte en lisant ça que j'ai fait une bêtise dans ma vidéo sur le bois. Je suis deg parce qu'en fait, je raconte tellement de trucs dans tous les sens que je triple check pas tout.
Et du coup, il y a toute une partie sur les zones à faible émission qui est un enjeu quand même pour la pollution de l'air et donc pour le respect de les réglementations qu'on s'est imposées, qui est un sujet politiquement très difficile parce que très impopulaire pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que c'est pas toujours bien compris, notamment la temporalité a été beaucoup plus longue que l'impression qu'en avait beaucoup. Et du coup, dans la vidéo, je dis qu'elles ont été abandonnées parce que j'étais resté bloqué un peu là-dessus. Et en fait, où est-ce que c'est marqué? Il y a eu une suppression. Il y a eu une suppression dans la loi dite de simplification de la vie économique et ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel qui a rejeté la suppression pour des raisons procédurales, je crois. Genre, ça n'avait rien à faire là. C'est le coup du cavalier législatif et tout ça. Donc dans la vidéo, je dis que ça a été abandonné, mais je crois qu'elles sont encore en vigueur. Après, elles sont quand même un peu sous le feu politique, donc je sais pas si on a juste gagné du temps. Mais de ce que j'en comprends maintenant, c'est qu'elles sont encore en vigueur à Paris et à Lyon, alors que dans la vidéo, j'ai dit l'inverse. Bravo, bravo, bravo. J'ai mis une petite note dans le commentaire épinglé, mais... Bon, ça change pas grand-chose à la vidéo. Mon but, c'était de faire un peu une comparaison avec une voiture diesel qui est toujours legit. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était pas bien parce que j'aurais dû prendre en compte les NOx et les autres impacts du bois. Comme je dis dans la vidéo, je pense que ça change pas beaucoup de choses. Faut se rendre compte quand même que il y a un truc, je vais réinsister là-dessus, mais ceux qui ont vu la vidéo l'auront vu. Il faut se rendre compte que la pollution en bois, c'est le premier contributeur à la mortalité de la pollution de l'air en France, alors qu'on parle de 7 millions de foyers chauffés au bois, dont la moitié dont c'est le chauffage principal. À côté, les voitures, c'est 38 millions, et c'est quasiment tous les foyers qui en ont une. Donc il y a quand même une différence aussi de ce point de vue-là, et en plus, vous le savez peut-être, si vous essayez de convaincre votre voisin d'abandonner sa voiture ou de passer à l'électrique, c'est quand même plus difficile de se passer de voiture ou de changer de voiture que les alternatives au chauffage. Enfin, vous allez me dire, c'est un investissement important, la pompe à chaleur aussi. Mais bref, ça concerne moins de gens et ça fait plus d'impact que... Alors, comment je retrouve l'impact économique? Je vais essayer de faire un contrôle F. Je vais prendre des commentaires en attendant. Ouais, vas-y. J'ai un collègue débile qui a enlevé son pot catalytique parce que ça enlève de la puissance à sa Citroën C3 Diesel. C'est même... Qu'est-ce qu'il tire avec sa Citroën C3 Diesel? Il tire le caravane ou quoi là? Dénonce-le, appelle la police. Honnêtement, les ZFE, c'est efficace ou ça déplace juste le problème? La solution n'est pas juste d'attendre le vieillissement des critères 3, 4, 5 en interdisant la vente progressivement? C'est une bonne question, mais alors je suis pas un expert de la pollution de l'air. Après avoir regardé, après avoir lu ça, après avoir travaillé sur le bois et tout, j'ai l'impression qu'on met une pression très forte sur les voitures par rapport à ce qu'on met sur le chauffage au bois. Vous voyez, il y a une genre de disproportion. Moi, j'aurais une tendance à essayer d'aller du plus facile au plus compliqué, et j'ai l'impression que les low hanging fruits sur le chauffage au bois sont plus facilement accessibles. En fait, il y a un risque d'échouer dans la réduction des émissions parce qu'on a une mesure qui est très impopulaire, alors qu'on aurait des gains ailleurs. Et notamment, après, vous allez me dire, on vient de voir qu'on a du mal à réduire les NOx. Les NOx, ça vient des transports. Si on veut respecter les engagements sur les NOx, on n'a pas trop le choix, quoi. Mais plutôt que de les dégager en mode ZFE, on pourrait essayer de convertir plus rapidement les vieilles voitures. Ouais, et aussi ça pose un autre problème d'à chaque fois rajouter des réglementations critères, c'est que les constructeurs doivent continuer d'investir du coup sur leurs voitures thermiques et c'est potentiellement de l'argent en moins sur l'investissement sur les voitures électriques. Ouais, c'est pas évident, les ZFE. Si ça vous intéresse, je vous encourage à lire la partie sur les ZFE parce qu'ils expliquent l'impopularité et les problèmes un peu d'incompréhension, notamment de calendrier. Mais c'est sûr que c'est un gros enjeu social. Et pareil, voilà. Prenez cette phrase comme une phrase de Monsieur Tout le Monde ou de citoyen. Mais si on regarde, imaginons que on se bat politiquement plus que je le fais, hein. Je suis là à déblatérer sur Twitch, mais moi je pense que par exemple défendre la tarification du carbone en Europe, le TS2 qui va venir se mettre en place et tout, clairement il y a des gens qui vont essayer de le défoncer. Ça, je pense que c'est un fight auquel on peut pas échapper pour le changement climatique. Sans tarification du carbone, ça va être difficile la transition. C'est vraiment une mesure politique qu'on ne peut pas perdre.
La ZFE, c'est un enjeu de santé publique, c'est très impopulaire. Est-ce qu'on grille des cartouches là-dessus? On pourrait dire que oui, moralement, éthiquement, si on dit en abandonne ça, on condamne des gens en fait. Et les gens les plus exposés sont souvent les plus pauvres. Donc c'est une question morale, éthique, pas évidente, mais du point de vue de réflexion en capital limité sur les sentiers les plus prioritaires, etc., moi je me battrais plus sur la tarification du carbone, sur le déploiement des pompes à chaleur, sur ce genre de choses, quoi. Mais Voilà. même les gens qui Opinion travaillent de dans des comptoir, opinion de associations, comptoir, les gars, me prenez pas au mot. même les gens qui travaillent sur des associations de qualité de l'air et tout, sont pas forcément fans de la ZFE non plus, hein. C'est critiquable, hein. Ouais, non, il y a des critiques politiques. Je pense que les gars de Osons Causer, ils avaient fait une vidéo. Et c'est vrai que si vous regardez pollution de l'air, moi j'ai lu des trucs de pollution de l'air, y compris des trucs un peu institutionnels, qui sont très remontés sur le chauffage au bois, hein. Ils parlent pas mal de ça quand même. Et il y a ce décalage un peu. Oui, l'OREF qui va ajouter ça au programme. Suppression des ZFE. Allez hop, Un c'est doctorant signé. dit, mais c'est pas déjà en place la tarification carbone, les dispositifs CE, plus le marché carbone, c'est déjà ça. Alors, en place, on a une taxe carbone au niveau de l'Union européenne et il y a un marché carbone au niveau européen. Le marché carbone européen, il couvre les grosses installations industrielles et d'autres trucs sont un peu plus compliqués, mais voilà, il couvre plutôt le côté industrie. Et en fait, ce marché, normalement, c'était au 1er janvier 2027, donc c'est bientôt, mais ça a été repoussé en 2028. Ce marché ETS qui couvre en gros 40% des émissions de CO2 de l'Union européenne, donc c'est pas rien, il va être étendu au carburant pour les particuliers, au gaz pour les particuliers, au fuel pour les particuliers. Pour nous, ça va pas changer tant que ça parce que c'est déjà couvert par la taxe carbone, mais ça veut dire que le marché ETS2, ce marché européen, en 2028, il couvre genre 80% des émissions de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un gros bout de la logique réglementaire de l'Union européenne. Et il y a des pays qui n'ont pas de taxe carbone qui vont passer de 0 € sur les carburants à 50 € la tonne. Donc il y aura un fight. Et c'est possible que qu'on vous en parle dans une vidéo qui sortira prochainement, pas sur ma chaîne. C'est possible que ça soit le sujet. Ouais, je pense que tu voulais dire la taxe carbone au niveau national. Je pense que tu as dit au niveau européen, mais tu voulais dire au niveau national. Pardon, et on a une le taxe marché nationale. carbone au niveau européen. Ouais. Donc là-dessus, on sera amené à en reparler, on va pas en parler ici. Donc j'ai trouvé des petits passages sur les euros. Donc là, ils mettent, voilà, c'est dans la partie un peu politique sur ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et ils précisent que chaque euro dépensé pour la qualité de l'air génère des bénéfices de 4 à 13 euros. Ces bénéfices sont liés à l'amélioration de la santé de la population de l'UE et à la prévention de dommages économiques, par exemple, aux cultures et aux bâtiments. Donc là, il faut se rendre compte aussi, c'est un peu ce truc qu'on voit aussi sur le côté climat, c'est qu'on voit le coût des investissements, et c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte du coût de l'inaction. C'est parce que c'est là, c'est normalisé, parce qu'on l'a oublié. Et en fait, ces investissements, du point de vue de la société dans son ensemble, sont souvent rentables. Après, il faut voir si ceux qui investissent sont ceux qui captent les bénéfices, parce que des fois, c'est un peu le problème. Mais du point de vue de la collectivité, souvent, c'est rentable parce que c'est elle qui assure une partie des dommages derrière, notamment sur la santé. Et il y a d'autres passages, par exemple, ils disent derrière, l'évaluation montre que les avantages de la politique en faveur de la qualité de l'air, dont la valeur est chiffrée à au moins 372 milliards d'euros sur la période 2016-2025, dépassent les coûts de réduction de la pollution dans un rapport d'au moins 4 pour 1. Donc à chaque fois que vous investissez 1 euro pour améliorer la qualité de l'air, vous en économisez 4 par ailleurs. Alors pareil, c'est le site pas, moi je leur fais confiance, mais c'est sourcé, etc. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse de montrer ça à votre tonton qui croit plus l'économie que vous. Donc si vous tapez euro, vous aurez plusieurs fois ce genre de ref. C'est assez présent, notamment dans la partie sur la politique, pour des raisons logiques. C'est un peu ce qui motive la politique. Donc peut-être pour une petite question. Audrin de Objectif Zéro Carbone, j'avais fait un commentaire sous ta vidéo sur une question concernant le cobuage et le brûlis de culture. J'avais l'impression que c'est un sujet très peu évalué, mais pourtant gargantuesque de mon point de vue en fond de vallée qui constate des fumées épaisses et passives tout l'hiver. Avez-vous un avis sur ces pratiques? C'est une bonne question. J'avoue que je l'ai pas vu trop mentionné, mais je vais regarder si je le retrouve dans le. Moi, j'aurais la même intuition que toi pour voir un peu les émissions. Quand j'avais travaillé sur le bois, ils disaient aussi que brûler. Ils le mettent pas tant que ça. Mais là, en parcourant le site EPA, j'ai pas trop vu.
Ou en tout cas, pas ces termes-là. Après, ils ont peut-être des soucis d'évaluation. Parce que ce qu'ils ont pas mal, c'est le nombre d'appareils, ils multiplient par des facteurs, etc. Pour des pratiques un peu diffuses comme ça, évidemment non déclarées, etc. Je pourrais pas te répondre avec le cité pas. Faudrait voir s'il y a des études. Mais c'est vrai que quand on voit la fumée dégagée par de mauvais feux et l'odeur que ça a, il y a des chances que ça soit vraiment, vraiment pas ouf. Ok. Ok, alors je vais peut-être finir avec un truc et puis après je te laisserai tranquille. Donc vous voyez, il y a plein de parties que j'ai sautées. Pour ceux qui s'intéressent aux leviers un peu politiques et tout, ou qui ont un jour à travailler là-dessus, je vous encourage vraiment à lire le Citez pas. Qui font un bon rappel, une bonne synthèse, ça vous permet de repérer rapidement les grands textes de loi, etc. pour aller plus loin. Je vais sauter un peu la partie sur le dioxyde de soufre, mais il y a quand même des choses. Il y a des choses que j'ai trouvées particulièrement intéressantes dont je vais parler un peu ici, parce que j'ai appris des choses et que ça intéressera sans doute une partie d'entre vous. Et donc j'aimerais bien vous parler un tout petit peu de l'ozone. Alors ozone, hein, c'est pas qui professa noma nomaye. Dommage. Ça fait rire que moi, je pense. Donc l'ozone, il y a le bon ozone qui est l'ozone stratosphérique, là tout là-haut, qui nous protège des ultraviolets qui nous déglinguent la tronche. Et il y a le mauvais ozone qui est l'ozone à notre niveau, au niveau du sol, qu'on appelle l'ozone troposphérique. Et cet ozone, il y a une petite difficulté, c'est que c'est un polluant secondaire. Il n'est pas émis par les sociétés humaines, il est émis par des réactions de chimie atmosphérique qui sont détaillées d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, il détaille un peu ces réactions-là. Et donc il faut plusieurs choses. Une température de l'air élevée, faible teneur en humidité, pas mal d'ensoleillement, forte irradiation et assez peu de vent. Donc quand vous voyez ce truc un peu brunâtre au-dessus de Paris ou de Lyon, ben, vous êtes dans des situations de pollution à l'ozone. Et il y a un truc, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient, mais... Ouais, il y a un premier truc que vraiment je savais pas, c'est que c'est ce qui explique que de façon surprenante, les concentrations d'ozone mesurées loin des sources des précurseurs, une agglomération par exemple, sont plus élevées que celles mesurées près des sources émettrices elles-mêmes. Genre autour de Paris, c'est pire que dans Paris. Ainsi, les zones suburbaines et rurales sont plus touchées que les zones urbaines par les phénomènes de pointe de concentration en ozone. En effet, sur une ville par exemple, les émissions d'oxyde d'azote liées au trafic notamment, sont élevées. L'ozone susceptible de se former est rapidement détruit par cet oxyde d'azote présent en forte concentration. Si le nuage de polluants formé sur la ville se déplace à la campagne où les émissions de protoxyde d'azote sont moindres, les concentrations d'ozone augmentent puisque l'ozone n'est plus consommé. Et donc ça, vraiment, c'était une surprise pour moi qui est toujours associée l'ozone au centre des villes, quoi, et en me disant que c'était beaucoup plus un problème dans les agglomérations. En fait, ça a l'air d'être plus un problème autour. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est, voilà, ils disent sur quoi on devrait se concentrer pour limiter la production d'ozone. Et ils disent que la seule réduction des émissions des précurseurs à l'échelle nationale ou locale ne suffit pas. En fait, il suffit qu'il y ait assez peu de polluants pour produire de l'ozone, et ces polluants, ils peuvent venir d'en dehors de nos frontières. Donc il y a des questions de transfert entre zones qui est assez importante, et ça aussi c'est assez intéressant, et ça c'est aller un peu contre mon idée qui associait vraiment l'ozone à une problématique locale, et il semble que ça soit moins le cas que ce que je pensais. Il y a quand même une réduction qui est montrée de l'impact de l'ozone, avec un impact qui reste important. Donc c'est, du point de vue de santé publique, c'est moins important que les oxydes d'azote, qui sont moins importants que les particules fines, mais c'est un peu le troisième contributeur à la mortalité de la pollution de l'air. Et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Ah oui, il précise aussi que l'ozone, c'est un gaz à effet de serre. Donc en fait, que vous formiez de l'ozone au niveau de la troposphère, ça augmente le réchauffement climatique. Mais il n'est pas pris en compte dans le reporting des émissions et dans les cibles politiques, etc. Pour moi, la première raison, la raison principale, c'est qu'on ne les met pas directement et c'est difficile d'en estimer la production, etc. On pourrait essayer de le prendre en compte en prenant en compte les précurseurs. Donc,
essayer de réduire les émissions de précurseurs pour réduire cette production d'ozone. Pour l'instant, on le fait assez peu, mais je sais pas si vous avez... Enfin, pour l'instant, le gros de la lutte, enfin, ça restera vrai longtemps encore, hein. Le gros de la lutte contre les changements climatiques, c'est le CO2. Ensuite, le deuxième gaz important, là vous voyez le forçage du CO2. Ensuite, le deuxième gaz important, c'est le méthane. Et en fait, ces dernières années, on commence à avoir pas mal de focus sur le méthane, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des émissions qui seraient faciles à réduire. Et ensuite, juste en dessous du méthane, vous avez l'ozone, qui pour l'instant reste un peu en dehors du cadre politique pour des raisons un peu, pour moi, de difficulté à gérer ces émissions, à estimer ces émissions, à comprendre, parce que c'est de la chimie atmosphérique un peu compliquée, qui dépend de précurseurs différents, etc. etc. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'ozone? Ah oui, ce que je voulais juste vous montrer pour finir, c'est qu'il parle un peu de la pollution photochimique, donc l'ozone et un peu d'autres trucs. Ça a des impacts sur la santé humaine, on vient de le dire, ça fait de la mortalité. Ça a aussi des impacts sur les écosystèmes, ça abîme les plantes notamment, et du coup il y a des impacts en coûts économiques sur différentes régions, et donc là c'est des coûts en millions d'euros. Donc vous voyez que vous avez des coûts à 100-150 millions d'euros qui sont des pertes juste sur la production de blé à cause de l'ozone. Et là vous avez des pertes en pourcentage de rendement, donc il y a des pays voilà, qui perdent, je sais pas, même autour de 5% de rendement agricole sur le blé La ici, Tchéquie, non? à cause de l'ozone. Ouais, eux ils sont vénères, hein. Plus de 8%. À cause L'air de est l'ozone. Donc dégueulasse ici. il y a ce genre de... Il marche plus le lien du Discord? Attendez, je vais essayer. J'en ai remis un là. Je crois qu'il marche, non? Ou alors il a dit que non? Ah si, le tien il est bon. Ok, il faudrait que je pense à le changer du coup. Bah merci et merci d'avoir mis un lien. Donc voilà, il y aurait d'autres choses j'ai été très vite sur le contexte réglementaire, je vous ai pas introduit les problèmes d'eutrophisation, d'acidification, du coup on n'a pas parlé d'oxyde de soufre, mais j'espère que ça vous a permis d'apprécier ce document qui est fort pertinent. S'il y en a qui se lancent dedans, je vous préviens, il y a eu des... Alors peut-être qu'ils ont mis à jour parce que je leur ai fait quelques retours, mais il y a des endroits où la mise en page elle est éclatée. Genre éclatée au milieu de la page, faut aller sur la colonne de droite alors qu'il n'y a rien qui indique qu'il faut aller sur la colonne de droite. Je peux pas vous trouver un exemple comme ça, mais il y a des moments où genre j'ai enchaîné sur 2 paragraphes et j'ai dit mais quoi? Donc il y a quelques bugs de mise en page, c'est un peu dommage. Et puis comme il y a une section politique, enjeux, et puis par gaz où on explique les enjeux et la politique, il y a évidemment quelques copier-coller, il y a des choses qui se répètent un peu si vous lisez tous les paragraphes, parce qu'ils abordent la problématique de différents angles. Moi je pense que ça reste une source extrêmement précieuse, déjà parce que ça montre où sont les enjeux, ça montre aussi cette politique, cette réglementation qui se met en place et qui fonctionne, et ça c'est important, hein, parce qu'on est... Moi je fais ma chaîne en espérant que ça permette de faire des choses et d'améliorer un peu nos lendemains, donc de montrer des politiques qui fonctionnent, je trouve ça intéressant, et voir aussi que cette pollution de l'air, globalement, elle s'améliore avec ces différents leviers depuis une trentaine d'années, c'est aussi quelque chose d'assez appréciable. Personnellement, j'apprécie de respirer mieux, de respirer un air moins pollué aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Après, vous allez me dire peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas tous les polluants. Il manque quoi? Il manque les PFAS, par exemple. Hein, il n'y a pas eu assez de focus encore là-dessus. Et donc, ils vont être ajoutés. On va rajouter l'alimentation, etc. Mais voilà. Et si j'avais pas fait ces 2 vidéos avant, j'aurais été choqué de ouf par la place du chauffage au bois dans les particules fines, dans les composés aromatiques, dans le monoxyde de carbone, dans l'arsenic. Bon, c'est un peu plus anecdotique. Dans les HAP. Gros enjeu autour du chauffage au bois, alors que si vous parlez pollution de l'air avec vos voisins, il y a des chances que la première image qui vienne dans leur tête soit plutôt le trafic automobile, qui est pas tout propre, mais on sous-estime largement le chauffage au bois. Ah oui, normalement, il y aurait dû avoir... Et donc cette source est précieuse et tous les ans elle est rééditée et ça vous permet de voir un peu l'évolution, si vous voulez savoir où on en est. Vous avez peut-être vu que hier est sorti un rapport du Haut Conseil sur le climat. Donc ça, on en parlera dans 2 semaines. Et donc, quand on regarde typiquement sur le climat, est-ce qu'on va assez vite ou pas? C'est ce genre de source qu'on mobilise pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vite et qu'on devrait aller plus vite.
Voilà, c'était mon petit point sur la pollution de l'air. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas à parcourir le document si vous voulez aller plus loin, ou si vous posez une question sur un point particulier. Et donc, on va passer au transport routier. Donc, transport routier, vous avez vu que c'est aussi, alors c'est évidemment un enjeu climatique, sans doute Florian va pouvoir le rappeler, mais sur la question de pollution de l'air, ça reste un enjeu avec notamment les émissions de NOx et une partie des émissions de particules fines. Ça s'est amélioré avec les pots catalytiques et tout, tant que les gens les retirent pas, s'ils entretiennent bien leur voiture, et si les industriels ne trichent pas dans leurs tests d'homologation. Ça s'est amélioré, mais ça reste un problème. Et à toi le micro, Florian. Yes. Est-ce qu'on voit mon écran? Attends, je vais juste répondre à Lorève avant. Je vais aller voir vite fait les PM 2.5 pour lui dire PM 2.5. Donc là c'est les 10. Là c'est les 10. PM 2.5. Bon, les transports aujourd'hui en PM 2.5 c'est 10%. C'est moins d'un tiers quand même. Et du coup, le chauffage au bois, c'est combien? 60, le résidentiel tertiaire, c'est 71%, et là-dedans, il y a un peu de fuel, mais c'est quasiment que le bois. Par contre, un bon bout des NOx, c'est le transport. Et du coup, une partie aussi significative de l'ozone, ça va être le transport. Parce que ça vient des NOx pour une part non négligeable. Ok, on voit ton écran. Ouais, je me dis 60% des émissions, ça vient du chauffage résidentiel tertiaire, alors que combien de gens ont du chauffage à bois chez eux? Ouais, c'est ce Ça que veut je dire- disais, 70% Ouais, ouais. pour 7 millions de foyers, dont la moitié en chauffage principal. Mais donc, faut imaginer l'impact de chaque foyer. Enfin, je vais pas faire culpabiliser les gens, mais c'est un truc de dingue, Bah, en fait, hein, si par tu as vu rapport à ma une vidéo, voiture. je l'ai calculé en nombre de kilomètres en voiture diesel. Il y en a qui n'ont pas trop Alors? kiffé, mais ça peut. Bah, en fait, sur un foyer ouvert, Combien? c'est genre 3 millions de kilomètres. Putain. Ouais, mais Après, foyer ouvert, si j'avais eu les données, j'aurais fait un vraiment. calcul, tu vois, en espérance de vie perdue, mais j'avais pas les données. Et c'était Non, vraiment non. juste pour essayer de donner une quantification qui ait un peu un sens. C'est trop dur de faire ces comparaisons, en fait, parce que tu peux toujours les critiquer, mais Ouais. en première approximation, je pense que c'est legit. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Selon SDES, Lorraine nous dit 42% des ménages habitant en maison se chauffent au bois et 3% en logement collectif. Ah, 42%? Ça, c'est Pas du tout, intéressant hein. comme stat. J'aurais peut-être dû parler un peu de ça, parce qu'il y a des commentaires qui sont revenus là-dessus aussi, que je parlais pas trop de qui l'utilise et pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence maison-appartement. Mais il y a 20, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 20 millions de maisons en France? Et là, il me dit 42%, ça veut dire qu'il y a 8 millions, mais tu avais dit qu'il y avait combien de chauffage au bois? Les stats, je crois, c'est 7 ou 7,5, dont la moitié en chauffage principal. Donc tu vas pas être si loin. Ah d'accord, donc ça marche. Ok, donc Ouais, j'ai un lit. t'es pas si loin, ça Ok. colle. J'avais pas l'ordre de grandeur, c'est énorme. Ok. 14 millions de maisons individuelles en France. Ok, j'aurais dit un peu